Alors on se retrouve une semaine après avoir entendu Athé Chouet, et Athé il se définit comme un passeur d'expérience, comme un influenceur. Et j'aime bien cette idée de passeur, parce que pour moi ça renvoie à ce que fait le passeur. Le passeur, en fait, dans les rites anciens, dans les rites initiatiques, c'est celui qui conduit. C'est celui qui te permet de traverser à l'ancienne entre deux rives. Il ne s'occupe, euh, il ne s'occupe pas de l'autre. Il ne fait que l'amener d'une rive à l'autre. Pendant ce temps, l'autre n'a pas à s'occuper de traverser. Il n'a à s'occuper que de lui-même. Donc le passeur, il fait passer d'une rive à l'autre et transporte sans porter la personne ou les personnes là où elles ont besoin d'œuvrer. Pour moi, c'est une énergie essentielle, c'est une énergie de transformation, c'est une énergie de transmission. Et je trouve que c'est une belle image que tu nous as proposée. Merci Athé pour cette image de passeur. Alors donc, quelles sont les choses dont on a besoin de passer? Quelles sont les transmissions qui sont essentielles que nous avons envie de transmettre, de passer aux autres, qui fait que on leur fait gagner du temps, on leur fait peut-être... qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de faire ça? Je me suis posé la question, parce que la deuxième chose qu'il m'a dit, c'est, ou qu'il nous a dit d'ailleurs, transmettre. Il voulait transmettre parce qu'il disait qu'il aurait aimé savoir bien gérer sa carrière, et dans le monde militaire dans lequel il était, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on l'a pas aidé à bien savoir gérer sa carrière. C'était juste faire la suite de ce qui était attendu, pas obligatoirement de la gérer au mieux. Et peut-être pour quelqu'un de pressé, d'ambitieux, peut-être quelqu'un d'impatient, eh bien, il fallait aller donc plus vite. J'ai longtemps été cette personne aussi impatiente. J'avais l'impression qu'il me faudrait plus d'une vie, évidemment, pour faire tout ce que j'ai à faire. Et, et qu'en conséquence, il fallait que j'accélère le rythme. Alors, je dormais 4 heures par nuit. Je faisais plusieurs boulots en même temps. Et j'avais toujours l'impression que j'avais pas le temps de faire tout ce que je voulais faire. Et tout le monde me dit toujours que j'ai eu plusieurs vies. Et en fait, ouais, mais à quoi ça sert d'avoir des vies en accéléré? Moi, je me pose vraiment la question. Ce qui me paraît plus important, c'est d'avoir des vies pleines, des plus vies dans lesquelles en fait on est vraiment présent à soi, présent aux autres, plutôt que d'accélérer. Donc c'est pas une course pour moi la vie. Même si par moments ça peut être un jeu, et qui dans ce jeu il y a des courses. Et la deuxième chose que ça évoque pour moi, ça évoque qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qu'est-ce qui est vraiment fondamental que je veux transmettre, que vous voulez transmettre aux autres, dans votre entreprise, dans votre famille, dans votre entourage, auprès de vos amis. En gros, les valeurs qui sont essentielles, mais aussi peut-être des clés, des choses que vous avez apprises, qui vous paraissent fondamentales, que vous auriez aimé qu'on vous apprenne plus tôt. Et donc, moi j'ai écrit un livre pour ça qui s'appelle 4 saisons pour trouver sa place dans ce monde, mais chacun de nous, on a quelque chose à transmettre, chacun de nous, on a quelque chose à laisser. Et ça nous paraît plus ou moins important si on est touché donc par cette envie de transmettre, peut-être cette vocation, ce sacerdoce, ce talent aussi, parce qu'il faut avoir des aptitudes. Eh bien, ça me paraît toujours essentiel de se dire, qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de savoir? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, plutôt que qu'est-ce que j'ai vraiment envie de leur dire. Et c'est une bonne question à se poser. Souvent, on veut dire des choses parce que pour nous, elles sont importantes, mais elles sont peut-être pas importantes pour les autres. Peut-être pas comme ça. Donc, transmettre pour permettre à l'autre d'aller au-delà de ce qu'il avait prévu. Et donc, dans l'entreprise, dans la vie, on a souvent besoin d'aller au-delà de ce qui était prévu. Parce que ce qui a été prévu, c'est rarement ce qui arrive. Depuis le temps que j'accompagne des gens qui sont en création ou qui ont des virages à faire et qui font des business plans qui sont très bien, je dirais, vus d'un point de vue financier. Ils tiennent la route, ils sont formidables, ils ont été pensés, mais ils sont jamais réalistes. C'est bien rare si... Enfin, je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui tenait son business plan. Très rarement, les gens le devancent. Beaucoup plus souvent, ils n'ont pas anticipé les vrais problèmes qui vont se trouver sur la route pour que ce qui était prévu arrive. Pour autant, des fois, on veut faire mieux.
Et c'est plutôt ça qui m'intéresse, comment on peut faire mieux. Et il nous donne une des clés pour moi qui est la discipline. Par discipline, j'entends pas seulement rigueur, parce que je pense pas être quelqu'un de rigoureux, mais je pense que je suis quelqu'un de discipliné. Par discipline, j'entends une danse. La danse est une discipline, la philosophie est une discipline, les arts martiaux sont des disciplines. Donc en fait, à partir du moment où vous pratiquez quelque chose, une passion, quelque chose qui vous attire, qui fait que fondamentalement vous avez envie de vous y adonner, que ce soit dans les arts ou dans la vie professionnelle, dans le sport, peu importe, eh bien ça nécessite que vous y mettiez toute votre énergie, tout votre cœur, vos tripes, vos pensées, vos rêves. Et par moments, c'est ça la discipline, c'est juste d'aligner tout ça pour que une méthode, une prise de recul, une capacité à faire des choix, à trier l'information. Il revenait sur le fait on peut être saturé d'informations et quand on est un pilote de chasse, quand on a beaucoup trop d'informations avec euh, un dashboard, des écrans qui sont face à nous et qui donnent un tableau de bord qui donne trop d'informations, eh bien, lesquelles je dois regarder, lesquelles sont fondamentales, lesquelles me donnent vraiment l'information du moment. Donc savoir regarder ce qu'il faut regarder, savoir entendre, pas seulement regarder, savoir entendre, savoir ressentir, utiliser nos cinq sens pour aussi garder de l'intuition, de l'instinct, et pour discipliner tout ça, apprendre à pratiquer et dans la pratique, développer un savoir-faire, un savoir-être. C'est de tout ça, en fait, qu'il me paraît essentiel de prendre en nous, de savoir ce que je dois transmettre dans cette aptitude, dans cette discipline, dans cette méthode, dans ce savoir-faire. Ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est si j'ai décidé de passer, de transmettre, transmettre quoi? Mais après, de décider comment, donc par cette discipline, par cette méthode, de faire en sorte qu'elles grandissent en moi, ces aptitudes, ces savoirs. Parce que sinon, vous savez comme moi que les gens entendent ce qu'ils veulent, pas tout à fait ce que vous leur dites. Comme le disait un grand philosophe, et aussi je l'ai entendu dire de Jacques Salomé, vous n'êtes pas responsable de ce que les gens entendent, vous êtes responsable de ce que vous dites. Et donc, ce que les gens entendent, ce qu'ils en font, ça leur appartient. Après, c'est comment vous arrivez à toucher leur cœur, leurs tripes, ou leurs idées, vous les exaltez, vous les inspirez au point que maintenant ils vont faire autre chose. Ça, c'est plus fondamental. Et donc, c'est quelque chose de cet ordre-là dont j'aurais aimé parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on va aller au-delà? Et lui, il nous donne une piste qui me paraît intéressante, qui est de parler d'équipier, de followership. Parce qu'on parle toujours de leadership, comme s'il n'y avait qu'une place à prendre, et c'était celle du premier. Alors s'il y a bien une chose que la nature m'a enseignée, en ayant étudié les animaux, enfin un certain nombre d'animaux, notamment les animaux grégaires qui vivent comme nous en groupe, ou bien les arbres, eh bien comment cela fonctionne? Ça ne fonctionne pas du tout comme nous. Je dirais que ça fonctionnait sûrement plus comme nous il y a un certain nombre d'années, peut-être de centaines d'années, dans lequel il n'y a pas une personne qui est responsable. Chacun a un rôle et chacun s'y tient. Et si la personne qui a le rôle principal, un des rôles principaux, vient à disparaître, à mourir, à abandonner, peu importe, à être malade, il y a quelqu'un d'autre qui de suite va prendre le rôle. Peut-être qu'il ne le fera pas aussi bien, peut-être qu'il ne pourra pas satisfaire la demande exactement du groupe, mais il sait que ce sera son rôle et il le fera naturellement. Et je dirais que ce processus d'accepter d'être un bon équipier, parce que si je suis un bon équipier, ça veut dire que le leader peut prendre des décisions et pas autre chose. Et donc l'erreur que souvent on fait, c'est que, eh bien, on s'occupe trop de ce que veulent les autres. On s'occupe trop de savoir, en fait, d'essayer d'influencer une décision qui n'est pas la nôtre. Ce qui est le plus important, si vous êtes un suiveur, par suiveur, c'est pas négatif pour moi, si vous accompagnez, on va dire, si vous permettez aux autres de réaliser ce qu'ils ont à faire, eh bien, si vous êtes là pour les protéger, bah, protégez-les. C'est ça votre rôle. Si votre rôle, c'est de les nourrir, bah, nourrissez-les. Si votre rôle, c'est de transmettre de la sagesse, eh bien, transmettez de la sagesse. Et faites-le au mieux. Et c'est toujours cette idée qu'il y aurait des rôles qui seraient principaux, qui ont été donnés. Ça, c'est une idée qu'on a développée dans l'Occident, notamment
avec des idées que j'appellerais très individualistes, et qui nous permettent de nous sentir exister alors qu'en fait nous existons par essence, qui nous permettent d'être différents alors que nous sommes différents par essence. Et on a besoin de se le redire, et on a besoin de peut-être exagérément de se dire que nous sommes différents, que nous sommes uniques, alors que nous le sommes. Je crois qu'aujourd'hui, on meurt plus de ça, de cette indifférence que chacun veut être différent, alors qu'on devrait se soucier de ce qui nous rassemble, qui nous permet d'être ensemble et qui nous permettrait de créer une société plus juste ou plus pérenne, ou qui nous permettrait d'avoir des entreprises qui seraient plus justes et plus pérennes, sans pour autant qu'elles ne gagnent pas d'argent, ou sans pour autant qu'elles ne permettent pas de vivre correctement, ou sans pour autant qu'elles ne perdent pas de satisfaire ou de créer des choses absolument extraordinaires. Je pense qu'il y a d'autres ressorts que ceux que nous utilisons, et notamment des ressorts qui sont des ressorts collectifs. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que si chacun prend son rôle, si chacun prend sa place, eh ben c'est beaucoup plus simple. Et donc le rôle du follower, tel qu'il nous le décrivait, c'était aussi quelqu'un qui avait de l'empathie, de la compréhension pour le leader, et qui facilitait son travail. Et moi j'aime bien cette idée que tout le monde est en lien avec tout le monde. Comme dans une équipe, par moment, je sais pas, moi j'ai plutôt joué dans des rôles de défenseur, même si j'ai joué des rôles d'attaquant aussi, mais j'ai plus joué des rôles de demi, de centre, de libéraux, mais plutôt sur le sens défensif du terme. Et, euh, et s'il fallait jouer devant, bien évidemment, je jouais devant. Et j'aurais souvent aimé que ceux qui étaient devant pensent de temps en temps à défendre. En fait, c'est pas grave, c'est un autre état d'esprit. Et je pense que à chacun de nous de trouver notre place dans une équipe, peu importe la taille de l'équipe, peu importe le fonctionnement de l'équipe. Mais il faut être au service d'un collectif, il faut être au service d'un objectif qui nous dépasse, qui est celui de l'équipe, du club, du groupe, de l'État, je ne sais quoi, d'au-delà, et qui est un objectif dans lequel ensemble on peut y arriver. Et c'est ce ensemble qui me paraît intéressant dans ce qui nous est proposé. On peut faire quelque chose d'assez élitiste, un pilote de chasse est assez élitiste ou assez précis, assez technique, et tout en même temps en le faisant collectivement, ou pour un bien ou une mission que j'appellerais collective. Et il y avait un deuxième point sur ce sujet qui m'a paru intéressant de relever, c'était cette idée de on n'a pas assez d'une vie pour faire toutes les erreurs. On n'a pas assez d'une vie pour faire toutes les erreurs. Et je me suis posé la question en fait de qu'est-ce qui fait qu'en permanence on a besoin de faire nos propres erreurs, nos propres expériences. Ça me paraît assez logique, les expériences de mes parents ne sont pas les miennes. Les expériences de mes mentors ne sont pas les miennes. Et donc j'ai besoin par moi-même d'apprendre des choses. Mais de temps en temps, on peut aussi apprendre dans des choses qui sont peut-être moins fondamentales pour savoir qui je suis, mais qui sont des choses qui sont techniquement comme des choses qui ont déjà été faites. Et je vois cette incapacité de beaucoup de gens d'apprendre par les autres, de ne pas oser demander. Qu'est-ce que ça m'a fait gagner comme temps d'oser demander? Ça a changé ma vie. Plutôt que d'y arriver par moi-même. Surtout quand il y a des endroits où vous n'êtes pas bon. Alors quand je n'étais pas bon à des endroits, il valait mieux que je demande de l'aide parce que ça allait gagner beaucoup plus de temps. Et la satisfaction d'y arriver par moi-même, ça me paraît pas si important que ça. Évidemment que par moments j'ai envie d'arriver à faire des choses par moi-même pour être autonome, pour pouvoir me débrouiller. Mais il y a beaucoup de choses qui comptent pas. C'est-à-dire, si je devais faire tout le travail de mes salariés ou des gens qui travaillent avec moi, de mes partenaires, à quoi ça servirait? Pourquoi je les embauche si c'est pour faire le boulot derrière eux? Donc moi je suis heureux quand ces personnes peuvent m'apprendre quelque chose que je ne sais pas. Ça c'est autre chose, j'aime apprendre, je suis curieux. Mais souvent j'aime apprendre, comprendre, j'ai pas besoin de savoir le réaliser. J'ai besoin de savoir que d'autres savent le réaliser. Ça oui, pour que ça puisse advenir, ça puisse se réaliser. Mais est-ce que j'ai besoin vraiment, vraiment, de savoir le faire? Et des fois je me suis posé la question en me disant, non, non. C'est bien s'il y a d'autres personnes. Et être autonome dans tout fait que pendant ce temps-là, je ne fais pas ce qui est essentiel pour moi. Parce que je stagne en restant dans des choses qui sont du même niveau
et qui ils sont sûrement intéressantes techniquement ou ils sont sûrement intéressantes en termes de réalisation personnelle. Mais si je veux vraiment aboutir dans un projet, peut-être qu'il y a des choses que je dois déléguer. Peut-être qu'il y a des choses que je dois laisser faire. Peut-être qu'il y a des choses qui pourront être faites par d'autres mieux que moi. Et c'est vraiment ça que je me dis souvent, c'est que j'essaie de trouver des gens qui feront les choses mieux que moi. Pas moins bien que moi, pas aussi bien que moi, mieux que moi. Et même si les gens au départ ne le font pas mieux que moi, je suis heureux quand je peux m'apercevoir que au début c'était peut-être pas le cas, mais maintenant si, il y a toujours peut-être des choses que je fais encore mieux qu'eux, mais la comparaison n'est pas utile. Ce qui est important, c'est que globalement, si on est au service d'un client, le client soit satisfait, voire très satisfait. Ça, c'est l'essentiel. Et si j'étais tout seul, je pourrais satisfaire beaucoup moins de clients. Donc, ensemble, on va plus loin, ça c'est bien sûr. Évidemment que tout seul, des fois, on va plus vite. Si tant est que je sache faire le job. Donc, on n'a pas assez d'une vie pour faire toutes les erreurs, j'aime bien cette phrase. Donc, si je veux encore apprendre et apprendre et apprendre, il va falloir que je prenne le temps d'apprendre. Alors, on reviendra sur cette notion, mais je voulais déjà, en fait, faire un point sur pourquoi on n'ose pas demander. Alors, je me suis souvent dit qu'on n'osait pas demander parce qu'on avait peur, et peur du jugement, peut-être peur d'être redevable pour certaines personnes. Moi, j'adore être redevable. Ça veut dire que les gens vont oser me demander des choses. On va pouvoir interagir autrement. Je n'ai pas dit que je veux être redevable de tout le monde, c'est pas vrai, mais c'est ok pour moi d'être redevable. Je pense que si c'est un moyen pour qu'on échange plus, parce que les gens n'osent pas me demander, mais là, comme ils savent que je leur dois quelque chose, ils vont oser me demander. Formidable, génial. Donc, oser demander aux autres, c'est aussi la possibilité de demander du feedback, oser demander aux autres de vous dire ce que vous faites bien, pour ne pas repartir de zéro, parce que je me suis aperçu à quel point les gens repartaient souvent de zéro, ou bien ne gardez pas les aptitudes qu'ils ont déjà. C'est-à-dire que je voyais des gens, je fais notamment de la prise de parole en public, et je voyais des gens qui s'exprimaient bien la première fois, je leur avais dit un certain nombre de choses, mais ils n'ont pas retenu. J'ai pas dû être clair. Et la deuxième fois, ils font moins bien que la première. Et là, tu as vraiment envie de leur dire, mais vous n'avez pas écouté, je vous avais dit ça et ça, c'était formidable. Pourquoi vous ne l'avez pas remis? Puis ils m'ont mis à la place des trucs qui sont nazes. Évidemment, j'avais pas dû bien faire mon feedback. Ou ils n'ont pas bien écouté, je sais pas. Mais peu importe, le but c'est comment j'apprends à faire du feedback. Pour moi, feedback c'est nourrir en retour. Comment j'apprends à nourrir l'autre. Comment j'apprends à lui permettre de s'améliorer. Et le feedback, c'est un moyen qui permet de faire gagner beaucoup de temps. Je ne comprends pas que ça ne soit pas complètement intégré dans le système scolaire, dans le système d'apprentissage, dans tout système d'apprentissage. On va tellement plus vite en expliquant aux gens ce qu'ils font bien, qu'ils devraient refaire pour la prochaine fois, là où on les attend. Et puis les points d'amélioration, et exclusivement des points d'amélioration, pas de critique, ça n'aide pas les gens. Voilà, c'est un basique, mais j'ai pas l'impression que ça soit très partagé. Alors ça me faisait penser à l'histoire d'Ole Bull, peut-être que vous connaissez cette histoire, c'est un violoniste norvégien du siècle dernier. Et il avait étudié avec d'excellents professeurs, mais sûrement pas assez excellents pour lui. Et à l'âge de 4 ou 5 ans, il pouvait jouer sur le violon toutes les chansons qu'il avait entendues chanter par sa mère. À 9 ans, il jouait comme premier violon dans l'orchestre du théâtre de Bergen. Il a aussi été soliste avec l'orchestre philharmonique de Bergen. Il était si doué qu'à peine 25 ans, il décrocha une tournée européenne. Arrivé à Milan, un critique écrivit, après avoir assisté à son concert, un truc comme ça, je crois. C'est un musicien qui manque encore de formation. Waouh! Il avait écrit ensuite, certes, c'est un diamant, mais pour l'instant, il n'est ni taillé ni poli. Lui qui pensait être un surdoué, qui était un prodige vu par sa famille et les gens qui l'entouraient, il lisait une critique qui d'un seul coup le fracassait. Il alla voir le journaliste au journal. C'était un vieux monsieur, un musicologue de 70 ans, qui avait vraiment l'air de savoir de quoi il parlait. Alors Ole Bull l'a écouté. Il a écouté en détail tout ce que l'homme avait à dire sur son jeu, sur ses erreurs, sur ce qu'il pouvait améliorer, sur ce qu'il faisait bien. Et le lendemain, vous savez ce qu'il fit? Il annula toute sa tournée, le reste de sa tournée, il l'annula. Et il rentra chez lui. Il changea de professeur. Il allait chercher les meilleurs professeurs.
Et il a travaillé son jeu pendant au moins 6 mois. Et ensuite, il a repris les concerts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a connu un succès sans précédent le reste de sa vie. Alors, on peut tous entendre les critiques si elles sont fondées. Si elles sont fondées parce qu'il y a un apprentissage, parce qu'il y a une volonté de faire progresser l'autre, à ce moment-là, écoutez-les. C'est quelqu'un qui sait peut-être pas obligatoirement vous dire les choses gentiment, mais il vous dit des choses justes. Et si on veut progresser, il est nécessaire d'apprendre de ceux qui savent, pas de ceux qui savent pas. Alors idéalement, de ceux qui savent le dire. J'appellerais ça plutôt les maîtres, ceux qui savent enseigner, plutôt que ceux qui ne savent pas, qui sont souvent des gens meilleurs que moi, mais qui sont des experts, mais qui ne savent pas m'enseigner. D'ailleurs, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils me disent « Pose-toi, attends, je vais te montrer ». Ok, et ils me montrent quelque chose, ça va tellement vite que je n'ai pas le temps de comprendre. Le but, c'est comment je transmets. Une fois de plus, on revient à cette question de comment transmettre, comment faire progresser les équipes que j'ai autour de moi. Et donc, pour moi, tout ça, c'est des moyens pour inciter les autres à changer, à progresser, à évoluer, à persévérer, jusqu'à leur propre excellence. Et j'ai pas, moi, à décider du niveau d'excellence des gens. Je peux définir du niveau d'exigence que j'ai, mais le niveau d'excellence des gens, ça me dépasse. En fait, souvent, je dis souvent qu'il y a une phrase que m'avait dit Daniel Constantini, l'ancien entraîneur de l'équipe de France de hand, qui m'avait dit la limite d'une équipe, c'est la limite de l'entraîneur. J'ai toujours gardé ça en moi. La limite d'une équipe, c'est la limite de l'entraîneur. Mais je l'avais mis dans mon équipe, pour moi, entreprise. Donc la limite de mon entreprise, c'était moi. Et, et quand je vois ça, je pense en fait à quel moment je dois me dépasser pour que mon équipe se dépasse. Donc à quel moment je dois pousser mon degré d'exigence, mon degré d'excellence, mon degré de performance pour que l'ensemble de mon équipe se dépasse. Et pas toujours avec une notion euh, de résultat et d'objectif. Ça peut être quantitatif comme ça peut être qualitatif. Ça peut être d'être une meilleure personne si c'est ça qui m'intéresse ou qui vous intéresse. J'ai toujours eu envie en fait de me nourrir de ça, de gens qui vont vers l'excellence. On n'a pas assez d'une vie pour faire toutes les erreurs. Alors je repense à Ole Bull pour ça. Et un point important pour moi, c'est la capacité d'écoute. On n'est pas tous égaux pour écouter, puis il y a des moments où on ne peut pas écouter, on n'est pas disponible. Et j'ai vraiment appris à moi qui avais toujours plein d'idées dans ma tête, donc c'était pas toujours facile d'écouter les autres parce que chaque fois que quelqu'un me parlait, ça faisait écho à 36 choses et ça partait en toutes les directions. Il fallait que je note au fur et à mesure, il fallait que je me concentre pour écouter. Parce que sinon, rapidement, une idée me faisait naître une autre idée qui faisait naître une autre idée. Et en fait, j'écoutais plus mes idées que l'autre. Je ne dis pas en toutes circonstances, mais quand même souvent. Et j'ai vraiment développé une capacité d'écoute, de silence, de mettre le silence radio dans mes idées pour vraiment être à l'écoute de l'autre. Parce que si je veux apprendre de l'autre, peu importe si de mon point de vue j'en sais plus que lui, je peux quand même apprendre quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle être enseignable. Et je pense que c'est une des notions les plus fondamentales qui n'est pas enseignée à l'école. La responsabilité du professeur, c'est de faire en sorte que j'écoute, je retienne, et que le plus possible, il y ait une pédagogie pour que ce soit facile pour moi. Mais l'humeur dans laquelle je viens et la qualité d'engagement que je mets, elle m'appartient, elle ne peut pas appartenir au professeur. C'est trop facile de dire que le professeur n'était pas bon et que je n'ai pas fait d'efforts. Et j'en ai eu pour preuve des dizaines et des dizaines de fois où je me suis retrouvé à être dans un endroit dans lequel j'écoutais des speakers, des conférenciers, des professeurs, peu importe, des gens qui parlaient sur un sujet, et des fois j'en connaissais beaucoup plus qu'eux. Et peut-être que c'est la jalousie, peut-être que c'est peut-être pas les nobles pensées que j'avais, mais j'avais plus envie de les écouter. Et j'ai appris à me forcer à écouter, au moins si je reste, apprenons quelque chose. Et en faisant ça, j'ai toujours appris quelque chose. Des fois, c'est sur le comment, si j'ai pas appris du quoi.
Des fois, j'ai appris du quoi, une autre manière de dire quelque chose que je savais déjà, mais plus intéressante, ou en tout cas qui donnait une diversité. Donc moi qui aime transmettre, ça me donnait un autre choix. J'ai tellement appris en écoutant juste la minute dont je ne m'attends pas. L'idée inattendue. Une proposition incongrue. Mais des fois, il y a beaucoup plus que ça. Donc je suis très heureux d'avoir pris le temps d'écouter. À partir du moment où je décide de rester, j'écoute. Si je décide de ne pas rester, c'est un autre sujet. Je prends le risque de perdre quelque chose parce que je pense que j'ai mieux à faire ailleurs. Mais si je suis là, j'écoute. Et en tout cas, avec les gens avec qui je travaille, écoutez. Donc la notion d'enseignabilité est fondamentale. Et puis, ce qui me permet aussi de profiter des erreurs des autres. Profiter de leurs erreurs, comprendre quelles sont les erreurs qu'ils ont faites pour pas que je les refasse. Donc quand je veux apprendre quelque chose et que j'écoute ce qu'ils me disent, même si une partie là-dedans je sais, j'ai envie de leur dire oui mais c'est bon ça, vas-y, je sais, j'écoute. Si jamais je veux vraiment accélérer, je reformule, je prends un peu de temps, je prends un peu de technique de com pour aller un peu plus vite, mais n'empêche que je vais devoir écouter, donc j'écoute. Et j'apprends des réussites des autres. J'apprends des erreurs des autres. Parce que je me suis aperçu à quel point en fait on n'est pas bon pour les réussites. Non pas qu'on ne soit pas bon dans l'absolu, mais souvent je ne sais pas pourquoi je réussis. Je suis peut-être plus juste, et encore je ne suis pas tout à fait sûr, sur pourquoi j'échoue. Peut-être que d'ailleurs je maximise des choses et je minimise d'autres. J'ai peut-être du déni sur une partie de mes dysfonctionnements, ou je les exagère en fonction de mon état interne. Puis dans mes réussites, c'est la même chose. Donc on n'est pas très bon juge pour savoir pourquoi on a réussi ou pourquoi on a perdu. C'est un entraînement, c'est une discipline. C'est une capacité à se remettre en question régulièrement, à faire un check-up. Et comme nous proposait Athée, avant de partir, savoir dans quel état je suis. Savoir si effectivement je suis aux commandes d'un avion qui coûte une fortune. Je peux mettre en plus en danger mes coéquipiers et voir si l'avion se scratche sur des personnes, ça sera encore plus grave. Donc, quelle que soit la mission que j'ai, je dois savoir si oui ou non je suis apte à la mener. Et donc, si je suis capable de faire un check-up rapide de l'état interne dans lequel je suis, l'état interne qui me permettra d'atteindre ou pas l'objectif que je me suis fixé, et par exemple, juste d'écouter. Si je suis perturbé, peut-être que je devrais simplement dire à l'autre, c'est pas le moment pour moi, est-ce qu'on peut reprendre dans un quart d'heure, dans une heure, je sais pas. Ça semble important pour toi, je veux vraiment t'écouter, mais là je suis pas disponible. Je suis énervé, je sais pas quoi, je peux pas prétendre, mais dire exactement ce qui se passe à l'intérieur de moi pour permettre à l'autre de comprendre que c'est pas le moment. Et ça me paraît juste fondamental de savoir se positionner, d'être assertif, d'oser dire, toujours ce mot oser. Et puis il y a un point qui me paraissait intéressant, qu'il a évoqué avec nous aussi, Athée, c'est la notion de maître du temps. Ah, c'est un gros mot ça, le maître du temps. Ça pourrait être un titre, c'est-à-dire un titre d'un bon film. Eh bien, il disait le maître du temps, c'est le maître de l'environnement. Et moi, ça m'a fait penser à plusieurs choses. Ça m'a fait penser à un conte que je vous raconterai tout à l'heure, le maître du thé. Mais ça m'a fait penser aussi à cette, euh, à cette idée qu'en fait, on comprend le temps, qu'on maîtrise le temps. Et je m'aperçois que souvent, c'est une illusion. Je ne dis pas qu'on ne maîtrise pas du tout ce qu'on fait, mais maîtriser le temps, c'est souvent le ralentir. Et ce que je vois autour de moi, c'est que les gens accélèrent le temps. Pour faire plus de choses, il faut être plus calme, plus pondéré. Pour ne pas avoir à les refaire, pour faire juste les choses dans le bon timing. Plutôt que 25 fois n'importe comment. Donc peut-être que je me suis plus entraîné, mais mal entraîné, produit pas un bon résultat. Si j'ai pas choisi les bons maîtres, déjà je perds beaucoup de temps. Donc être plus présent à son temps, c'est aussi mieux gérer ce que je veux vivre dans ma vie.
Moi, j'ai pas envie d'en mettre plus. C'est ce que je voulais avant, je vais être honnête, hein. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que je veux. Je veux pas mettre plus de choses dans ma vie. Je veux ce que je veux vivre, c'est plus de d'intensité, de densité, plus de peut-être d'honnêteté, de transparence, d'authenticité, de moi-même vis-à-vis des autres ou des autres vis-à-vis de moi-même. Euh, Puis après, évidemment que on peut aussi mettre plein d'autres choses. Moi, j'aime être émerveillé, j'aime voir la vie un peu comme le Petit Prince, c'est-à-dire comme une opportunité de comprendre un nouveau monde, une nouvelle manière de voir les choses. Et je suis assez surpris à quel point en fait on veut maîtriser dans le sens de contrôle. Alors on reviendra sûrement sur cette notion de maître et et de contrôle dans d'autres épisodes, mais je vais en parler un tout petit peu ici. Je crois que dans mon bouquin, j'en parle à propos de comment développer sa maîtrise et lâcher du lest sur le contrôle. Et pour développer de la maîtrise, on doit accepter de partager son savoir. On doit développer une capacité à rendre les choses simples, concrètes pour les autres. Et ça nous permet de développer de la pédagogie, ça nous permet d'avoir du recul sur notre matière, ça nous permet de développer des métaphores, des analogies qui permettent aux autres de comprendre. Et parce qu'ils comprennent, ils vont aussi me challenger, m'amener à dépasser ma propre idée pour en fait aller plus loin. Et c'est souvent parce qu'on a des trop petits rêves qu'on attire peu de gens autour de nous. Quand on a des grands rêves, les gens viennent et vont des fois avoir de la contradiction à vous proposer, des objections. C'est pas grave. Ça, c'est des moyens pour progresser. Euh, Moi, je pense il y a quelque chose d'intéressant. C'est dès qu'on va dans la maîtrise, on va donc vers la capacité de transmission et potentiellement la sagesse. La sagesse de ne pas tout contrôler, l'humilité de savoir que je me sens assez à l'aise pour essayer d'y aller, mais pour moi, on n'est jamais prêt. On ne l'est que quand on y va, quoi, quand on commence. Dans le contrôle, le danger que j'ai, c'est que comme le contrôle vient de la peur, vient de la capacité à, à contrôler, à, à- à gérer quelque chose que je sais que je ne maîtrise pas, justement, où je n'ai pas de lâcher prise. Et donc, pour moi, il est nécessaire d'éveiller cette compréhension, d'éveiller cette conscience. Et une fois que je comprends que je peux lâcher du lest sur le contrôle, que je peux me contenter de partager avec les autres graduellement, de progresser ensemble, d'accepter, y compris le savoir-faire ou le non-savoir-faire des autres. Et petit à petit, je m'aperçois que je peux, je peux progresser sur des zones d'inconfort, on va appeler ça comme ça. Alors pour poursuivre, je vous avais dit que je vais vous proposer un conte. Alors ça s'appelle Le Maître de thé. Dans la Chine antique, un domestique qui était un professionnel du thé laissa tomber malheureusement et accidentellement une goutte de thé sur un soldat qui servait. Confus, il s'excusa, mais le soldat, vexé, lui demanda un combat. Il s'agissait d'un combat à l'épée, mais lui, il maîtrisait le thé et non pas les armes. Il alla donc chercher de l'expérience auprès d'un de ses amis, Maître Chang, un maître d'armes renommé. Ce dernier l'observait alors qu'il servait le thé. Il remarqua cette absolue précision, cette concentration qui se dégageait de tous ses traits, de tout son visage, alors qu'il faisait couler un mince filet de thé dans chaque tasse, sans qu'une seule goutte ne tombe à côté. Il lui dit ceci. Demain, tu devras tenir ton sabre au-dessus de ta tête comme si tu étais prêt à frapper le soldat. Regarde-le bien en face, droit dans les yeux, avec cette détermination et ce calme que tu as là maintenant. Et si tu es capable de reproduire cette concentration demain, je te le dis, tu feras fuir n'importe qui. Le lendemain, au petit matin, le domestique suivit les conseils du maître d'armes Chang. Il les suivit à la lettre. Le soldat était prêt à combattre, mais il se tint sur ses gardes car il observait le domestique, stable sur ses appuis, serein. Il était tellement dans ce qu'il faisait qu'il eut un doute. Après l'avoir longtemps regardé dans les yeux, il déposa son sabre et il s'excusa.
Alors qu'est-ce que nous apprend ce conte? Que dans la plupart des situations, le calme et la concentration sont des atouts essentiels? Oui, mais encore. Que vous ne résoudrez peut-être pas tous les problèmes et les conflits avec cette technique, mais vous forcerez au moins l'estime de vos collègues ou de vos proches. C'est le courage et la détermination du domestique qui ont stoppé les ardeurs du soldat, et non la technique du sabre ou la violence. Le courage et la détermination. Bel enseignement. La maîtrise de vous-même est plus importante que la maîtrise de l'autre, qui, je vous le rappelle, n'est que du contrôle. Alors, à bon entendeur, salut.